Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, vous allez voir le corrigé complet du sujet métropole qui est tombé aujourd'hui, donc autrement dit le 30 juin 2022. Pour la première question de cet exercice, on souhaite démontrer que les droites AC et BD sont parallèles. Donc en fait ici, souvent les étudiants vont avoir tendance à vouloir utiliser la réciproque du théorème de Thalès, mais on remarque qu'on n'a pas assez de mesures. Mais ici, on va être beaucoup plus vigilant, tout simplement pourquoi, regardez. Eh bien, on sait que la droite AC, elle est perpendiculaire à la droite AB. De plus, la droite BD eh bien, est également perpendiculaire à la droite AB. Et d'après le rappel que vous voyez ici, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles seront parallèles entre elles. Donc ici, on va pouvoir conclure eh bien, tout simplement que la droite AC est parallèle. Donc on va écrire ici la droite, bien sûr, la droite AC est parallèle à la droite, ici BD. Pour cette deuxième question, déterminer en nombre de pas la largeur AC de la rivière. Ici, on va se ressouvenir que dans la question numéro 1, eh bien, on a montré qu'on avait deux droites parallèles. On cherche ici à déterminer une mesure et nous avons une configuration en papillon avec deux droites parallèles, eh bien, ça nous fait référence au théorème de Thalès. Et donc ici, on a donné la rédaction rigoureuse à avoir. Donc ici, les points CED sont alignés dans le même ordre que les points AEB. AC et BD sont parallèles, c'est ce que nous avons présenté à la question numéro 1. Donc d'après le théorème de Thalès, on a eh bien, la relation EA sur EB égale EC sur ED égale AC sur BD. Ensuite, il suffit de remplacer eh bien, les valeurs que nous avons dans l'énoncé. Donc EA, on remplace par 20, EB par 5, EC sur ED ne sont pas connus, on laisse tel quel, AC, on laisse AC et BD, on met 1. Et donc maintenant, nous avons un rapport que nous connaissons complètement et nous avons celui-ci où il y a une inconnue, AC. Donc ça nous fait 20 sur 5 égale AC sur 1. Et là, on va appliquer ici le produit en croix. Ce qui nous donne AC est égal à 20 fois 1 divisé par 5. Autrement dit, AC va être égal à 4 pas. Pour cette troisième question, montrez que la longueur CE vaut 13,3 mètres en arrondissant au décimètre près. Donc ici, dans la figure que vous avez sur l'écran, eh bien, on a complété la figure parce que CA, on a trouvé que c'était égal à 4 pas. Donc on a rajouté CA est égal à 4 pas. Pour cette question, on cherche à déterminer la longueur, eh bien ici, CE. Et on a un triangle rectangle et on connaît deux côtés de ce triangle rectangle. On connaît AE, on connaît AC. Et bien là, c'est tout simplement Pythagore qui va nous aider. Donc pour la rédaction, on commence à dire eh bien, que le triangle ACE est rectangle en A. Donc d'après le théorème de Pythagore, eh bien CE au carré, donc l'hypoténuse, CE au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc AC au carré plus AE au carré. Donc on connaît AC et on connaît AE, donc ça nous fait 4 au carré plus 20 au carré. Donc CE au carré est égal, donc 4 au carré c'est 16, 20 au carré c'est 400, 16 plus 400, 416. Donc CE étant une mesure, eh bien CE est égal à la racine carrée de 416. Et attention, ici, c'est la racine carrée de 416 pas. Ça, c'est la valeur exacte. On peut donner une valeur arrondie, ce qui serait 20,39, mais on va pouvoir ici rester rigoureux, donc on va garder des valeurs exactes le plus possible afin d'arriver au résultat le plus proche. Parce que si on fait des arrondis d'arrondis, on peut s'écarter du résultat. Donc on va garder ici, en l'occurrence, que CE est égal à 400 racine carrée de 416 pas. Et là, attention, on n'essaye pas de taper à la calculatrice. Et vous voyez, vous avez vu 20,39. Vous dites, mince, il me faut 13,3. Non, attention, ici, ce sont des pas. Or, dans l'énoncé, on nous dit quoi? On nous dit qu'un pas, c'est 65 cm. D'accord? Un pas, c'est égal à 65 cm. Donc, comme nous, on sait que CE, c'est racine carrée de 416 pas, eh bien, ça veut dire que CE, ici, ça va être racine carrée de 416 fois 65. Et là, on sera bien en centimètres. Lorsqu'on fait le calcul, on trouve que c'est environ à 1325,7 cm. Et là, nous voulons avoir la valeur en mètres. Donc, on va ici transformer, ça nous donne 13,257 mètres. Et comme ici, on veut arrondir au décimètre près, eh bien, on regarde, ça fait 13,2. Derrière le 2, on a 5. Comme c'est au milieu, on va voir ce qui se passe derrière, c'est-à-dire 7. Eh bien,
c'est-à-dire que 13,257 mètres est plus proche de 13,3 mètres. C'est pour ça ici qu'on obtient 13,3 mètres. Pour cette question 4a, l'un des enfants lâche un ballon dans la rivière au niveau du point E. Avec le courant, le bâton se déplace en ligne droite en 5 secondes jusqu'au point C. Question A, calculer la vitesse du bâton en mètres par seconde. On rappelle que la définition de la vitesse, c'est la distance sur le temps. Ici, la distance, eh bien, on part de C vers E. Donc, c'est la distance CE. On a le temps. Ici, on veut des mètres par seconde. Donc, c'est important. CE, on va l'écrire en mètres. On ne va pas l'écrire en pas, parce qu'on veut des mètres par seconde. Donc, on va écrire CE en mètres, et ça, on l'a obtenu à la question précédente. Donc c'est 13,3. Et on divise par 5, parce qu'on a 5 secondes. Donc, lorsqu'on fait 13,3 sur 5, ça fait bien 2,66 mètres par seconde. Pour cette dernière question, est-il vrai que le bâton se déplace à une vitesse moyenne inférieure à 10 km/h? On rappelle que la question précédente, on a trouvé que V est égal à 2,66 mètres par seconde. Donc là, c'est la méthode numéro 1. Normalement, un rappel du cours indique que pour passer des mètres par seconde en km/h, il suffit de multiplier le résultat par 3,6. Donc en fait, ici, on a fait V égale à 2,66 fois 3,6 km/h. On obtient 9,576 km/h. Donc pour répondre à la question avec cette méthode numéro 1, eh bien, est-il vrai que le bâton se déplace à une vitesse moyenne inférieure à 10 km/h? Eh bien, c'est effectivement vrai. Maintenant, si on fait avec la deuxième méthode, ici, on rappelle qu'on a des vitesses. La vitesse est 2,66 mètres par seconde. On sait que dans une heure, il y a 3600 secondes. Donc, on va écrire V est égal à 2,66 fois 3600 mètres par heure. Comme ça, on est en heure. Ça nous donne 9576 mètres par heure. Or, nous voulons avoir des kilomètres par heure. Il suffit de transformer les mètres en kilomètres et on obtient le même résultat, 9,576 km par heure. Donc, à vous de choisir la méthode qui vous convient le mieux. Exercice numéro 2, c'est un QCM. 3 propositions, une seule est bonne par question. Question numéro 1 qu'on va traiter ensemble. Vous avez le graphique. On considère les deux figures suivantes. Et la question, c'est par quelle transformation la figure 2 est-elle l'image de la figure 1? Donc, soit A, une translation, soit B, une homothétie, soit C, une symétrie axiale. Dans un premier temps, on peut tout de suite rejeter la réponse B. Parce qu'une homothétie, eh bien, c'est une transformation géométrique qui va transformer la figure de départ et la figure d'arrivée, mais il va y avoir un agrandissement ou une réduction. Ici, les figures de départ et d'arrivée sont identiques. Donc, la B, on ne peut pas la garder. On remarque également que ici, pour passer de la figure 1 à la figure 2, il y a un glissement qui se fait. La figure 1 va se superposer sur la figure 2 à l'aide d'un glissement, à l'aide de ce qu'on appelle le vecteur. On va partir du point A vers A', et le B vers B' et E vers E'. Donc en fait, ici, c'est tout simplement une translation. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Pour cette deuxième question, on considère la représentation graphique de la fonction g suivante qui est donnée ici. Et la question, c'est quel est l'antécédent de 2 par la fonction g? Pour déterminer un antécédent, eh bien, il suffit de vous placer sur l'axe des ordonnées A2. Donc ici, on va voir la figure qui va apparaître. On se place sur l'axe des ordonnées A2. On trace une droite horizontale et on cherche le point d'intersection entre la droite horizontale qui va passer par 2 et la courbe. Et ensuite, le point d'intersection entre ces deux éléments, on va regarder l'abscisse. Et donc là, on voit sur notre graphique que c'est pour 1. Donc l'antécédent de 2 ici, c'est 1. Donc c'est la réponse B. Pour cette troisième question, on a la fonction f de x est égale à 3x au carré moins 7. Dans un premier temps, on peut tout de suite affirmer que la réponse C est fausse. Parce que les fonctions affines, ce sont des fonctions qui s'écrivent de la forme ax plus b. Ici, nous avons du x au carré, donc la réponse C est forcément fausse. Lorsqu'on regarde la réponse A, on nous dit 29 est l'image de 2 par la fonction f. Cela signifie qu'on va calculer l'image de 2. Donc on va calculer f de 2. Donc ça fait 3 fois 2 au carré moins 7. On a remplacé tout l'x par 2. Donc f de 2 est égal à 3 fois 4 moins 7. Et on obtient égal à 5. Il aurait fallu trouver 29. On n'a pas 29, on a 5. La réponse A est fausse. Et donc par élimination, c'est forcément la B qui est vraie. Mais on va quand même le vérifier. On va calculer l'image de 3, donc f de 3. 3 fois 3 au carré moins 7, ça fait 3 fois 9 moins 7. Et ça donne bien 20. Donc la réponse ici, c'est bien la réponse B. Cette quatrième question ici, ce sont les statistiques et plus précisément la médiane. La première chose à faire, et vous le voyez dans le rappel, il est impératif de ranger la série dans l'ordre croissant. Si vous ne le faites pas, vous allez obtenir la réponse 5,15
qui est une mauvaise réponse. Donc pour vous, on a rangé la série dans l'ordre croissant. On rappelle qu'une médiane, eh bien, c'est la valeur qui va séparer la série en deux parties égales. Et on observe ici que nous avons 13 valeurs. Et donc si on fait 13 divisé par 2, ça fait 6,5. Et donc ici, comme c'est un effectif impair, c'est la 7e valeur qui va être la médiane. On observe bien que notre médiane, on l'a entourée ici en vert. On a 6 valeurs à gauche, 6 valeurs à droite. Et donc la médiane ici, c'est tout simplement 4,91. Et donc ici, c'est la réponse B. Pour cette dernière question de l'exercice numéro 2, on considère la configuration suivante dans laquelle les triangles LAC et but sont semblables. Par quel nombre doit-on multiplier l'aire du triangle LAC pour obtenir l'aire du triangle but? Eh bien ici, on sait que les triangles sont semblables. Donc, les côtés, le rapport des côtés homologues sont tous égaux. Ici, on prend le plus grand triangle et le plus grand côté du grand triangle but, donc ici c'est le côté BT, et on fait le rapport avec le plus grand côté du petit triangle ici qui est LC. Donc on fait BT sur LC, donc 7,5 sur 2,5, 7,5 sur 2,5, on obtient 3. J'ai fait pour les autres côtés. Là, comme on sait que les triangles sont semblables, il suffit de le faire une fois. Nous, on a testé avec les 3 paires de côtés homologues, on obtient le même rapport. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que pour passer du triangle LAC au triangle but, eh bien, on multiplie toutes les longueurs par 3. Mais ici, ce n'est pas la bonne réponse, ce n'est pas la réponse A. Ici, on parle de l'aire. Eh bien, ici, vous avez la définition pour l'aire. Si on passe une figure géométrique, on est passé de ALC, donc de lac, pardon, à but, en faisant les côtés par 3, eh bien, pour l'aire, on va multiplier l'aire de lac par 3 au carré. Donc ici, c'est 9. La réponse, c'est la réponse C. Pour cet exercice numéro 3, la première question, l'énoncé nous donne une collectionneuse compte ses cartes Pokémon afin de les revendre. Elle possède 252 cartes de type feu et 156 cartes de type terre. Parmi les 3 propositions suivantes, laquelle correspond à la décomposition en produit de facteur premier du nombre 252. Mais ici, on va réfléchir par élimination. Tout simplement, la proposition numéro 1 n'est pas bonne. Tout simplement pourquoi? Parce que nous avons 2 au carré fois 9 fois 7. Or, 9 n'est pas un nombre premier parce que 9, on peut le décomposer en 3 fois 3. Donc la proposition numéro 1, on ne la garde pas. Si on regarde la proposition numéro 2, pour la proposition numéro 2, ça ne fonctionne pas parce que nous avons 21. Et 21, c'est 7 fois 3. Donc la proposition 2 n'est pas correcte. C'est obligatoirement la proposition numéro 3. Question 1b ici, donner la décomposition en produit de facteurs premiers du nombre 156. Donc ici, on vous a donné la liste des nombres premiers qu'il faut connaître au moins jusqu'à 23. Et donc en fait, ici, pour décomposer, on a 156. Le premier nombre premier, c'est 2. Donc on essaye de diviser 156 par 2. Donc c'est possible parce que 156 est pair. Donc ça nous fait 156 divisé par 2, on va obtenir 78. On continue à voir si avec 2 ça fonctionne. Ça fonctionne parce que 78 c'est pair, donc on fait 78 divisé par 2. Donc on obtient 39. Lorsqu'on arrive à 39, si on veut diviser par 2, ça ne fonctionne pas parce que 39 est un nombre impair. Donc on essaye avec le nombre premier suivant par rapport à 2. Donc ici c'est 3. Donc on fait 39 divisé par 3, ça fonctionne. Ça fait 13. Ça ne marchera pas avec 3. D'accord? Mais on voit très bien que dans notre liste des nombres premiers, il y a 13 qui apparaît. Donc tout de suite, on met 13. Donc au final, eh bien, ça nous fait 156 égale 2 fois 2 fois 3 fois 13. Donc on va pouvoir écrire 156 égale à 2 au carré fois 3 fois 13. Pour la question ici 2a, la collectionneuse veut réaliser des paquets identiques, c'est-à-dire contenant chacun le même nombre de cartes terre et le même nombre de cartes feu en utilisant toutes ces cartes. Peut-elle faire 36 paquets? Ça, c'est la question 2a. Mais ici, on observe qu'on a 252 cartes de type feu, on rappelle, 156 cartes de type terre. Donc 256, on va diviser par 36, parce qu'on veut des paquets identiques, et on en veut 36. Donc on fait 252 divisé par 36, on obtient 7. Donc ici, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on est capable de faire 36 paquets de 7 cartes de type feu. On reproduit le même raisonnement avec 156. On fait 156 divisé par 36, on obtient 4,3. En fait, on n'a pas un entier. Autrement dit, eh bien, 36 n'est pas en fait un diviseur de 156. Donc pour répondre à la question numéro 2a, peut-elle faire 36 paquets? La réponse est non. Pour la question 2b ici, quel est le nombre maximum de paquets qu'elle peut réaliser? On va s'aider des questions précédentes. Si on cherche à déterminer, eh bien ici, le nombre maximum de paquets, autrement dit, on cherche le plus grand diviseur commun de 252 et 156. C'est ça la question en fait qui est demandée. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle le PGCD. Donc en fait ici, on a donné la décomposition en produit de facteur premier pour 252, c'était donné, donc on l'a mis ici.
Et la même chose, on l'avait déterminé pour 156. Donc en fait, ensuite, on a décomposé, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7 et 2 fois 2 fois 3 fois 13. Et nous, on cherche le plus grand commun diviseur. Et donc en fait, ici, ça signifie quoi? On voit bien qu'il y a 2 ici en bleu et 2 ici en bleu qu'on va garder. Et un seul 3 ici à droite et la même chose ici. Donc en fait, le nombre maximum de paquets qu'on va pouvoir déterminer, eh bien c'est 2 fois 2 fois 3. Autrement dit, ça va être 12 paquets. Pour la question 2C, combien de cartes de chaque type contient alors chaque paquet? Nous savons que nous avons 12 paquets, parce que c'était le plus grand commun diviseur obtenu à la question précédente. On a 252 cartes de type feu, donc on fait 252 divisé par 12, on obtient 21. Donc ça fait 21 cartes de type feu par paquet. On applique le même raisonnement avec les cartes de type terre. Donc 156 divisé par 12, on obtient 13. Donc au final, on a 12 paquets et chaque paquet est composé alors de 21 cartes de type feu et de 13 cartes de type terre. Pour cette question numéro 3 de l'exercice numéro 3, eh bien, elle choisit une carte au hasard parmi toutes ces cartes. On suppose des cartes indiscernables au toucher. Calculer la probabilité que ce soit une carte de type terre. Donc ici, on a noté grand T la probabilité de l'événement tirer une carte de type terre. Ensuite, on rappelle que pour la probabilité, eh bien, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. Donc ici, le nombre de cas favorables, c'est quoi? C'est le nombre de cartes de type terre sur le nombre total de cartes. D'accord? Ici, on a 156 cartes de type terre. On a 408 au total le nombre de cartes, puisqu'on a additionné les 252 de type feu et les 156 de type terre. Donc ça nous fait 156 sur 408. Après simplification, on obtient 13 sur 34. Donc on va pouvoir donner ici une valeur arrondie au centième. Donc on trouve à peu près 0,38. Donc c'est-à-dire en fait on a 38% de chance environ d'obtenir une carte de type terre. Pour cet exercice numéro 4, on a un rectangle et un carré dont les côtés sont exprimés en fonction de x. La première question, eh c'est de déterminer l'aire du carré. On rappelle que l'aire d'un carré, eh c'est côté fois côté, tout simplement. D'accord? Et ici, le côté mesure x, donc ça nous fait x fois x. Donc finalement, l'aire, ici, c'est tout simplement bien x au carré. Pour cette question numéro 2, on souhaite déterminer l'aire du rectangle et vérifier en fait qu'il s'écrit x au carré plus 4x moins 21. Donc on rappelle que l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc ici, la longueur x plus 7 à largeur x moins 3. Donc c'est x plus 7 facteur de x moins 3. Donc en fait ici, on a la double distributivité. Donc en fait, ça va faire x fois x. On va l'écrire x fois x. Ensuite, regardez, on va faire x. Pour le moment, je ne prends pas en compte le signe. Je fais x fois 3. Donc j'écris x fois 3. Mais devant le x, c'est comme s'il y avait un signe plus. Et devant le 3, c'est comme s'il y avait un signe moins. Et la règle des signes, plus par moins, ça fait moins. Donc là, on aura un moins ici. On continue 7 fois x. Donc on écrit 7 fois x. Mais devant le 7, il y a un plus. Et devant le x, c'est comme s'il y avait un plus. Plus par plus, le résultat va être plus. Donc on met plus ici. Et enfin, 7 fois 3, on écrit 7 fois 3. Après, on va mettre le signe. 7 en un signe plus. Devant le 3, en un signe moins. Plus par moins, ça fait moins. Donc on obtient ceci. Maintenant, on va réduire. Donc, c'est-à-dire x fois x, ça va faire x au carré. Moins x fois 3, ça fait moins 3x. Plus 7 fois x, ça fait 7x. Moins 21. Et donc, ici, bien, on va réduire cette fois-ci, parce que là, avant, on a juste simplifié l'expression. Maintenant, on va réduire, c'est-à-dire le x carré, il est tout seul. Il n'y a pas d'autre x au carré, donc on laisse x au carré. Ensuite, on va mettre la famille des x ensemble. Moins 3x plus 7x, ça va faire plus 4x. Puis moins 21 est seul, donc il reste moins 21. Et c'est exactement ce qui était demandé à la question. Pour cette question numéro 3, on souhaite compléter un script donné en Scratch. Donc on rappelle ici que l'aire du rectangle, c'est x au carré plus 4x moins 21. Ça a été déterminé à la question précédente. Et donc pour compléter le script en Scratch, on va vous donner ici notre réponse. Et donc ici, pour les 3 premières lignes, pas de nécessité à remplir parce que ce n'était pas demandé. Mais on va quand même s'intéresser à la ligne 4 parce que le grand R qui est donné à la ligne 4, eh bien ici, ça correspond à l'aire de notre rectangle. Donc x au carré plus 4x moins 21. Et donc ici, on met grand R, c'est l'aire à x fois x. Donc ça correspond au x au carré. Ensuite, à la ligne 5, on va ajouter à R qui est pour le moment x au carré, on va rajouter du blanc fois x. Mais ici, on voit bien que c'est x au carré plus 4x. Donc on va remplacer le blanc
par 4. Ensuite, à la ligne 6, on a déjà pour le moment dans l'air la forme x au carré plus 4x. Eh bien, on va ajouter moins 21. Et ainsi, dans la dernière ligne, à la ligne 7, eh bien, regrouper l'aire du rectangle et on va rajouter eh bien, grand R, parce qu'on a dit que grand R correspondait ici à l'aire de notre rectangle. Pour cette question numéro 4, on a pressé la touche espace, puis saisi le nombre 8 que renvoie le programme. Le jour de l'épreuve, vous n'avez pas Scratch avec vous. Donc on va l'appliquer par calcul et ensuite on va vous montrer avec Scratch ce que ça donne. En fait, ici, l'idée, c'est que n'oublions pas que nous avons l'aire de notre rectangle ici, qui vaut x au carré plus 4x moins 21. Et ici, on a le nombre x égale à 8. Cela signifie que l'on cherche à déterminer l'aire du rectangle lorsque x est égal à 8. Donc nous, le jour de l'examen, eh bien, on le fait à la main, ça fait 8 au carré, plus 4 fois 8 moins 21. Donc ça va donner ici 64, plus 32 moins 21. Et donc au final, on obtient 75 unités d'air. D'accord? Donc ça, c'est par calcul parce que c'est le jour J, on n'a pas Scratch. Maintenant, pour vous, on va appliquer Scratch et vous allez voir que c'est le fonctionnement. Donc ici, vous voyez bien, je vais mettre la valeur 8 et on va bien voir maintenant que le lutin va bien donner la valeur 75, ce que nous avions trouvé avec la méthode calculatoire. Pour cette cinquième question, quel nombre x doit-on choisir pour que l'aire du rectangle soit égal à l'aire du carré? Donc en fait, ici, on rappelle que précédemment, nous avons vu que l'aire du rectangle, c'était x au carré plus 4x moins 21. L'aire du carré, c'était x au carré. Donc il suffit de résoudre l'équation eh bien, x au carré plus 4x moins 21 égale à x au carré, qui traduit bien le fait que l'aire du rectangle soit égale à l'aire du carré. Donc c'est une équation, on l'a résolue pour vous, on va le détailler ensemble étape par étape. Donc voilà notre équation initiale. On observe qu'à gauche, nous avons du x au carré et à droite, nous avons du x au carré. Donc on va pouvoir en fait faire disparaître les x au carré en faisant respectivement à gauche et à droite par rajouter moins x au carré. Donc on fait moins x au carré à gauche, moins x au carré à droite. Donc il va nous rester à la fin 4x moins 21 est égal à 0. Donc là, une équation du premier degré classique. L'objectif, c'est d'avoir les x à gauche et les réels à droite. Donc ici, on va faire 4x moins 21 plus 21 pour faire disparaître ici le moins 21 pour qu'on ait 0. Donc si on fait plus 21 à gauche, on fait la même chose à droite, donc plus 21. On obtient donc alors 4x est égal à 21. L'objectif, c'est d'avoir x, ou autrement dit un x. Eh bien, on va diviser par 4 de part et d'autre de l'équation. Donc 4x sur 4 est égal à 21 sur 4. Donc autrement dit, 4 sur 4, ça fait bien 1. Donc on a bien un x, autrement dit, on a x. Et donc x est égal à 21 sur 4. Et 21 sur 4, c'est égal à 5,25. Donc si nous voulons que l'aire du carré soit égale à l'aire du rectangle, eh bien, il faut que la valeur de x soit égale à 5,25. Pour cette première question, en raison de la fuite, montrez qu'il tombe 86 400 gouttes dans la vasque en une journée complète. Donc on rappelle que dans l'énoncé, eh bien, le robinet fuit à raison d'une goutte par seconde. Donc une goutte toutes les secondes. Or, on sait que dans une journée, il y a 24 heures. On sait que dans une heure, il y a 60 minutes et dans une minute, il y a 60 secondes. Donc déjà, je vais m'intéresser à savoir il y a combien de secondes dans une journée. Donc en fait, ici, tout simplement, on a dit que dans une heure, il y a 24 heures. Dans une journée, pardon, il y a 24 heures. Dans une heure, il y a 60 minutes. Et dans une minute, il y a 60 secondes. Et bien, pour savoir le nombre de secondes dans une journée, eh bien, vous allez faire 24 fois 60 fois 60. Donc ce calcul-là, on va trouver que c'est 86 400. Donc il y a 86 400 secondes dans une journée. Or, nous, notre robinet fuit à raison d'une goutte par seconde. Et nous, on souhaite déterminer le nombre de gouttes qu'il y aura en une journée. Eh bien, dans une journée, il y a 86 400 secondes. Le robinet, lui, fuit par seconde une goutte. Donc, vous allez avoir, tout simplement, eh bien, 86 400 gouttes. Et donc, ça répond bien à la question numéro 1. Pour cette question numéro 2, calculez en litres le volume d'eau qui tombe dans la vasque en une semaine en raison de la fuite. On rappelle, d'après la question numéro 1, qu'il y a en une journée 86 400 gouttes qui tombent. Dans une semaine, on a 7 jours. Eh bien, le nombre de gouttes, ça va être 86 400 fois 7. On obtient 604 800 gouttes. Donc ça, c'est le nombre de gouttes qui vont tomber en une semaine. Dans l'énoncé, on lit qu'il y a 1 millilitre. Ça correspond à 20 gouttes d'eau. 20 gouttes d'eau, c'est 1 millilitre. Donc, on va faire ici un tableau
pour permettre de faire un calcul de produit en croix. Donc pour 20 gouttes, on a 1 millilitre. Nous, on a 604 800 gouttes dans la semaine. On cherche donc la quantité ici en millilitres. Donc on applique le produit en croix. Donc X égale 1 fois 604 800 divisé par 20. Donc ici, le calcul, on l'a mis ici. Ça nous donne 30 240 millilitres. On va pouvoir convertir les millilitres en litres, parce que c'est ce qui est demandé dans l'énoncé. Et donc 30 240 millilitres, c'est égal en fait à 30,24 litres. Pour cette question numéro 3, montrez que la vasque a un volume de 18,85 litres arrondi au centilitre près. Donc ici, on rappelle que, le volume du cylindre, parce que la vasque est un cylindre, donc le volume du cylindre, c'est pi fois le rayon au carré fois la hauteur. Donc ici, dans l'énoncé, on connaît la hauteur qui est à 15 cm. Et ici, attention, il faut être vigilant, on connaît le diamètre. Et donc, si on connaît le diamètre, il nous faut ici le rayon. Donc, pour avoir le rayon, il faut diviser le diamètre par 2. C'est pour ça que j'ai bien entouré en rouge ici. Le rayon, c'est 20 cm, donc il faut travailler avec 20 ici. Donc, maintenant, le volume du cylindre va s'écrire pi fois 20 au carré fois 15. Donc, nous allons taper ça à la calculatrice. On obtient, eh bien ici, 18 849,5 cm3. Or, nous, on souhaite avoir des litres. On a pour le moment des centimètres cubes. On va transformer les centimètres cubes en décimètres cubes, donc on va convertir en décimètres cubes. Donc on obtient 18,8495 décimètres cubes. Or, on sait qu'un litre, c'est un décimètre cube. Donc ça signifie que le volume de notre vasque ici, eh bien c'est 18,8495 litres, pardon. Et donc, au final, comme on va arrondir aussi au centilitre, et donc ici, on a des litres, décilitres, centilitres. On a un 9 ici, et donc c'est pour ça qu'on peut mettre 18,85 litres, et ça, c'est l'arrondi au centilitre près. Question numéro 4. L'évacuation de la vasque est fermée et le logement inoccupé pendant une semaine. L'eau va-t-elle déborder de la vasque? Il faut justifier. On va utiliser toutes les données vues dans les questions précédentes. On rappelle que pour la question précédente, le vasque peut contenir 18,85 litres d'eau. On a vu qu'à la question numéro 2, le volume d'eau généré par la fuite était de 30,24 litres. On observe facilement que 30,24 est supérieur à 18,85. Donc, malheureusement, l'eau va déborder ici. Pour cette question numéro 5, donc vous avez l'énoncé qui est donné, vous avez sous les yeux. On va s'intéresser nous directement à la question parce que vous avez lu l'énoncé. Calculer le pourcentage de diminution de la consommation quotidienne d'eau par habitant entre 2004 et 2018, on arrondira ce pourcentage à l'unité. Donc en fait, ici, on rappelle qu'en 2004, on consommait 165 litres et en 2018, on consommait 148 litres. Donc on voit bien qu'il y a une diminution parce qu'on part de 165 et on arrive à 148. On va appeler 165 la valeur initiale et 148 la valeur finale. Et donc là, pour déterminer ce taux de diminution, on va appliquer la formule suivante. La valeur finale moins la valeur initiale sur la valeur initiale fois 100. Donc, valeur finale, on la remplace par 148. La valeur initiale, c'est remplacé par 165. On divise par 165 et on fait fois 100. Et on obtiendra moins 10,3% parce que ce sont ici des pourcentages. Et donc, finalement, il y a une diminution de 10% parce qu'en fait, on doit ici arrondir à l'unité. Donc, il y a une diminution de 10% de la consommation d'eau entre 2004 et 2018. Une boisson est composée de sirop et d'eau dans la proportion d'un volume de sirop pour 7 volumes d'eau, c'est-à-dire dans le ratio 1 pour 7. La quantité d'eau nécessaire pour préparer 560 ml de cette boisson est, et nous avons 4 réponses possibles. Très rapidement, on peut voir que, eh bien, si on testait dans la réalité chez vous, lorsque vous mettez un petit peu de sirop dans un verre, vous mettez un petit peu de sirop, comme j'ai dit, et beaucoup plus d'eau. Ce qui veut dire que déjà, par définition, la réponse A et la réponse B, on ne va pas pouvoir les retenir si on voulait réfléchir par élimination. Donc, c'est soit la C ou la D. Et maintenant, on va le démontrer. Donc, très rapidement, on reprend l'énoncé. Eh bien, le ratio 1 volume de sirop pour 7 volumes d'eau. Donc, c'est-à-dire que le total de la boisson va correspondre à 8 volumes. D'accord? Donc, 1 volume de sirop pour 7 volumes d'eau, c'est ce qu'on a mis dans le ratio. Eh bien, l'eau représente 7 volumes sur un total de 1 plus 7 volumes, c'est-à-dire sur 8 volumes. 560 ml de boisson correspondent ici à 8 volumes. Et la question qu'on va se poser, c'est quelle est la quantité de boisson qui va correspondre à un volume. On a 560 ml
qui correspondent à 8 volumes. Si on veut pour un volume, eh bien, il nous suffit de diviser 560 par 8 et on trouve 70 millilitres. Et attention, les 70 millilitres ici correspondent à un volume. Et donc, ce n'est pas la réponse A. D'accord? Ça, c'est pour un seul volume. Or, on n'oublie pas, on a dit tout à l'heure que l'eau, ça représente 7 volumes sur un total de 8 volumes. Eh bien, comme l'eau représente 7 volumes, eh bien, ici, on a un volume et l'eau, ça représente 7 volumes. On va faire 70 fois 7 et on obtient bien 490. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.